Merci Madame Okeke pour la parole que vous me donnez. C'est un honneur pour moi d'avoir été choisi dans le panel de ceux qui s'expriment aujourd'hui dans cet endroit si prestigieux. Pour avoir été étudiant plusieurs années dans ces quartiers, je connaissais ces palais par les jardins parce que je suis de Paris de Panthéon-Assas. Donc sur les jardins, on vient se reposer lors de nos pauses pour déguster peut-être un sandwich ou regarder le bassin d'eau qu'il y a juste devant. Donc je suis un enfant du quartier latin, pas les célèbres groupes musicaux congolais, mais ces quartiers de Paris où on apprend la science. Et l'honneur est décuplé parce que nous sommes dans la salle Médicis et c'est un nom qui est très important dans le domaine culturel pour ceux qui savent. Et le Congo, c'est la plus grande puissance culturelle de l'Afrique. Ce n'est pas la Fondation Cartier qui me démentira. On se souvient encore de l'exposition Beauté Congo, où une exposition qui était prévue pour quelques semaines a duré plusieurs mois. Et ceux qui connaissent où se trouve la Fondation Cartier à Paris, la queue allait presque jusqu'à la station RER. Et là, c'était juste un échantillon, mais les gens ont vu qu'en Afrique, il n'y a pas deux pays qui ont cette force de frappe culturelle. Je pense à tous les arts, les 8 arts connus dans le monde, que ce soit la musique, les cinémas, les dessins animés, voilà, pardon, la bande dessinée, la sculpture, tout. C'est vraiment une puissance culturelle et si on laissait à ces pays la possibilité d'aller de l'avant, la possibilité d'évoluer comme toutes les autres nations du monde, c'est un pays qui fournira beaucoup à l'humanité, malgré la situation délétère que le Congo connaît. Le Congo est quand même un pays qui donne beaucoup à l'humanité. Pas que ses matières premières, parce que c'est un pays qui a accompagné toutes les révolutions industrielles. Et il a toujours payé du sang des Congolais, généralement par un génocide, chaque révolution culturelle qui arrive. Là, nous sommes en train de payer la révolution culturelle des nouvelles technologies et demain, nous allons payer pour les cobaltes dont nous avons la malchance d'avoir presque 80% des réserves mondiales et tout le monde sait que nous sommes en train d'abandonner les moteurs à combustion pour les moteurs électriques. Et qui dit moteur électrique dit cobalt. Or, demain, il n'y aura pas que cette guerre de la pile au lithium ou au cobalt. Demain, la guerre sera écologique. Or, si l'on regarde le Congo, c'est la plus grande puissance écologique de l'Afrique. Nous avons le deuxième poumon de l'humanité. Nous avons plus de 60% des réserves d'eau douce de l'Afrique. Nous avons dans ces pays, par exemple, les plus grandes réserves des poissons, des parcs naturels d'une beauté incroyable. Nous avons un fleuve magnifique et nous avons 60 millions d'hectares de terres arables, de quoi nourrir l'humanité. D'où la source de nos problèmes. Alors, le sujet qu'on m'a donné aujourd'hui, c'était de traiter des aspects économiques de la situation congolaise ainsi que du rôle des médias internationaux. Et j'ai traité de ce sujet avec en filigrane l'aspect droit international contre droit interne. Pourquoi? Parce que dans le problème congolais, on voit en filigrane deux débats. Il y a ceux qui pensent que le problème implique, donc c'est un conflit international, donc qui implique le droit international, et d'autres pensent que c'est un problème interne qui implique le droit interne. Alors, le thème général de la conférence, c'est RDC, les élections et après. D'emblée, j'ai envie de paraphraser le chef d'état-major de la force publique de l'époque coloniale, le général belge Janssens, qui avait dit qu'avant l'indépendance égale à l'après-indépendance. J'ai envie de dire aujourd'hui qu'au Congo, avant les élections égale à l'après-élection. Pourquoi? Parce que
avant les élections, il y avait un problème qu'il fallait diagnostiquer. Et on l'a diagnostiqué. Mais après les élections, on constate que le malade Congo, lorsqu'on l'amène à l'hôpital, le diagnostic sera le même. Donc, les élections n'ont pas résolu le problème. Le problème, c'est quoi? Depuis longtemps au Congo, on a toujours eu un problème de légitimité des dirigeants au pouvoir. Si ces dirigeants sont congolais, ils n'ont pas été choisis par le peuple congolais, mais imposés par des intérêts internationaux. Parce que le pays fait l'objet d'une convoitise internationale. Le pays est un enjeu international majeur depuis les années 70. Pour les États-Unis, par exemple, les matières premières du Congo font partie des minerais stratégiques pour la sécurité, tenez-vous bien, intérieure des États-Unis, depuis les années 70. Donc, ce pays aura toujours un problème de légitimité des dirigeants qui dirigent ces pays parce que si c'est des Congolais, ils ne sont pas choisis par les Congolais, mais ils sont imposés de l'extérieur. Mais depuis 2001, ça a commencé en 1997, le problème de légitimité s'est décuplé. Pourquoi? Parce que cette fois-ci, on n'a pas affaire à des Congolais qu'on nous impose, mais on a imposé au Congo des dirigeants, un dirigeant étranger, et que les Congolais exècrent, non pas qu'ils soient étrangers, parce que les Congolais n'est pas un peuple xénophobe. Ceux qui ont été à Kinshasa, plus open-minded comme ville, je n'en ai pas vu deux en Afrique. Peut-être un peu Abidjan, mais plus ouvert que Kinshasa, je n'en ai pas vu. Donc les Congolais, par essence, un pays où on met 450 ethnies ensemble, ce genre de peuple ne peut pas être xénophobe. Donc quand les Congolais rejettent les dirigeants qu'on lui a imposés, ils ne les rejettent pas parce qu'ils seraient rwandais, mais ils les rejettent parce que juridiquement, monsieur est tombé dans la politique congolaise comme un cheveu dans la soupe. Autrement dit, le problème, il n'est pas sociologique, un problème de xénophobie, mais le problème, il est juridique. C'est-à-dire que la personne n'a pas suivi la procédure pour l'obtention d'un titre de séjour, ensuite de la nationalité, et l'accession à certains postes à responsabilité. C'est ainsi que monsieur Honoré Ngwanda, qui venait de parler, avec d'autres personnes, l'appelle un imposteur. Donc le problème, il est avant tout juridique. Qu'est-ce qui s'est passé en 1996? Il y a eu une guerre pour chasser monsieur Mobutu du pouvoir. Et cette guerre-là a été présentée comme une rébellion, autrement dit, zaïroise, parce que c'est une rébellion. Mais en réalité, lorsque le président qui a hérité du pouvoir à l'issue de cette guerre, M. Laurent Désiré Kabila, est arrivé au pouvoir à Kinshasa le 17 mai 1997, il a traité ceux qui l'ont accompagné de conglomérat d'aventuriers. Et lorsqu'on regarde ce que lui, il a appelé conglomérat d'aventuriers, ces conglomérats étaient composés de qui? Ces conglomérats étaient composés de l'armée régulière rwandaise, l'armée burundaise, l'armée ougandaise, ainsi que des mercenaires érythréens, éthiopiens, une partie de l'armée régulière angolaise, ainsi que des desperados sud-africains. Certains ont été recrutés par la société Executive Outcomes. Donc, c'était une guerre d'agression, ce n'était pas une rébellion. Pourquoi nous disons que c'était une guerre d'agression? Parce que lorsque l'on lut la résolution 3314 du 14 décembre 1974, 33e Assemblée générale des Nations Unies, sur l'agression, nous voyons bien que tout ce qui s'est passé au Congo cadre avec ce qui est écrit dans cette résolution. Donc si on fait un bon diagnostic, le pays a subi une agression militaire. Alors, on a voulu faire passer cette agression militaire comme étant une rébellion. Tel n'est pas le cas. Là, je suis déjà en train de parler du rôle des médias internationaux qui, on sait que dans certaines radios, dans certains journaux occidentaux, on recrute
des gens qui ont un certain niveau d'études, minimum bac plus 5. Ils savent ce que c'est qu'une agression. Ils ne peuvent pas continuer à parler dans des médias internationaux des rébellions. Moi-même, j'ai été le ficteur de beaucoup de médias occidentaux. Le jour de la chute de Mobutu, j'ai donné une interview qui est passée dans certains médias français, dont Radio France Internationale. J'étais le fixeur de la journaliste. L'interview est passée 24 fois, c'est-à-dire toutes les 30 minutes. Pardon, oui, 24 fois, des 48 fois, toutes les 30 minutes, et c'est passé aussi sur France Inter. Et dans l'émission de M. Cavada, La Marche du siècle, on nous voit dans les images. Nous, on a eu affaire à des gens que nous ne connaissions pas, à des gens qui parlaient une langue que nous ne comprenions pas. Et pour ceux qui ne le savent pas, les Congolais le savent, la différence entre un nilotique et un bantou, c'est la même différence qu'entre un occidental slave ou je ne sais qui, germanique, avec un arabe. Ça saute aux yeux. Nous, on connaît la différence. Donc quand on a vu des gens qui ne nous ressemblaient pas, qui sont arrivés au pays, de loin, ceux qui regardaient dans les médias voyaient des Africains. Ils se disaient, bon, sûrement que c'est des Congolais. Mais quelqu'un qui vit dans l'environnement, il sait différencier un nilotique d'un bantou, et il sait que les nilotiques parlent une langue que les Congolais ne comprenaient pas, donc c'était une armée étrangère, donc on a été victime d'une agression. Donc, comme c'est une agression, la résolution 3314 est implémentée. Donc du coup, il faut enclencher les mécanismes de la sécurité collective des Nations Unies en rapport avec l'agression, notamment les chapitres 6 de la Charte des Nations Unies, les chapitres 7, et mettre en branle les conseils de sécurité pour résoudre ces problèmes. Sur le plan interne, si on avait encore les manettes du pays, il fallait, par exemple, déposer une plainte à la Cour internationale de justice pour les aspects concernant les États. Et actuellement, comme il existe une CPI, par rapport à certains crimes, crimes de guerre, crimes d'agression, crimes contre l'humanité, crimes de génocide, déposer plainte à la CPI. Donc on voit bien que c'est le droit international qui est mis en branle dans cette affaire du Congo plutôt que les droits internes. Pourquoi? Parce qu'il y a un deuxième enjeu communicationnel que certains médias internationaux ne perçoivent pas ou perçoivent, mais n'agissent pas. C'est quoi? C'est que ces médias veulent faire passer le problème congolais comme un problème interne. Donc du coup, les diagnostics donnent, pour les uns, c'est une guerre d'agression avec les conséquences en droit international. Pour les autres, c'est un déficit de démocratie, une crise politique, donc à résoudre avec des mécanismes internes. Quels sont ces mécanismes internes? C'est la médiation, les dialogues, les bons offices, et j'en passe, et notamment les élections, parce qu'il y a un problème de légitimité des dirigeants. Donc, on ne résoudra ces problèmes de légitimité que par les élections, parce que c'est une crise politique. Or, nous vous disons que ce n'est pas une crise politique, c'est une guerre d'agression. Si c'est une guerre d'agression, donc, la communauté dite internationale, parce que mon professeur Kombako nous a dit que tant qu'il n'y a pas de communauté d'intérêt, on ne parle pas de communauté internationale. Donc moi je dirais l'ensemble des nations, pourquoi pas ceux qui ont une certaine puissance au niveau du Conseil de sécurité que j'appellerais les clubs occidentaux, pourquoi ne mettent-ils pas leur poids dans la balance pour résoudre le problème congolais? Les problèmes actuels, je vous ai parlé d'une guerre d'agression. Dans cette guerre d'agression, il y a un pays qui a joué un rôle important. Le plus important d'ailleurs, c'était l'Afrique du Sud. Mais sur le plan visible, il y a un pays qui a pris les devants, qui a joué un rôle néfaste. C'est le Rwanda. Il y a l'Ouganda, certes, mais il y a le Rwanda. Pourquoi le Rwanda? Et qui est derrière le Rwanda? Alors là, je vais vous parler d'une théorie toute simple que nous avons mise en place et que nous sommes en train de développer sur la guerre du Congo vue schématiquement. Dans cette guerre, nous avons d'un côté des commanditaires, c'est-à-dire des pays anglo-saxons principalement. Je pense aux États-Unis, je pense à la Grande-Bretagne, je pense au Canada et à l'Australie.
et d'une certaine manière certains pays de l'Union européenne, dont la Belgique. Et ils ont utilisé des proxys, des sous-traitants. Parmi ces sous-traitants, il y a l'Afrique du Sud, le Rwanda, l'Ouganda, le Burundi, l'Angola et dans une certaine mesure la Tanzanie. Et il y a des exécutants. Dans les exécutants, nous avons le gouvernement de Kinshasa. Et comme on veut à tout prix faire passer au niveau des médias ces problèmes comme étant un problème de crise politique, donc on ne peut pas mettre en place un gouvernement, on va l'accuser d'être un gouvernement dictatorial, donc on lui crée une opposition. Autrement dit, nous avons, côté exécutant, nous avons le pouvoir de Kinshasa et son opposition d'accompagnement pour jouer un rôle de balance, et beaucoup d'ONG internationales qui jouent un rôle. La journée, c'est des ONG et le soir, c'est des honorables correspondants. Vous allez dans une ville de Goma, 2 millions d'habitants, je crois un peu moins. Bon, plus de 1000 ONG, on ne sait pas exactement ce qu'ils font. On ne connaît pas leur efficacité. Alors, si nous prenons le problème dans ces schémas-là, nous allons nous rendre compte que les pays anglo-saxons, quand je dis les pays anglo-saxons, je ne pense pas aux institutions gouvernementales, mais je pense à certains intérêts au sein de ces pays, notamment certaines multinationales, en rapport surtout avec les minerais, parce que un pays qui pèse 24 000 milliards de dollars, autrement dit, le PIB des États-Unis et de l'Union européenne réunis, un tel pays ne peut susciter que des convoitises. Donc, si vous regardez dans ces pays, les États-Unis, les Canadiens consorts, les multinationales ont financé la guerre de Laurent Désiré Kabila. Il y a eu aussi un Israélien, Dan Gettler, qui est allé avec 15 millions de dollars. Donc, c'est d'abord une guerre économique, une guerre de prédation, une guerre de pillage. Ça, c'est la première des choses. Et lorsque je parlais du Rwanda, c'est parce qu'il y a aussi un aspect racial. C'est une guerre raciste. Vous savez que depuis la révolution sociale de 1959, lorsque les Tutsis ont été chassés du Rwanda et qui se sont retrouvés en Ouganda, par les Hutus, ils n'ont jamais supporté cette affaire et sont mus par un esprit de vengeance, mais indicible et implacable. Et cet esprit de vengeance, pour eux, ce n'est pas que le Hutu rwandais qui doit payer, ce n'est pas que le Hutu burundais qui doit payer, mais tous les Hutus. En langue Kinyarwanda, ce qu'ils appellent Hutu, c'est ce que nous autres Congolais nous appelons les Bantous. Hein, c'est la même chose. Donc pour un extrémiste, ce qu'on appelle Tutsi rwandais, en Kinyarwanda, mais en français, c'est nilotique, ça aussi c'est important, je parle bien d'extrémistes, pas d'amalgame avec le pauvre Rwandais qui, à cet instant, nous suit sur YouTube, à Kigali ou à Rubavu, je ne sais pas où, non. Je parle mais vraiment d'un groupe politisé, je circoncis, hein, c'est le groupe à Paul Kagame en fait. Mais il n'y a pas que Paul Kagame au Rwanda, il y a le même groupe au Burundi, il y a le même groupe en Ouganda, c'est ce que les Congolais connaissent sous le nom de l'International Tutsi Power, c'est vraiment un groupe. Alors, ces gens-là, pour eux, les Hutus, les Bantous doivent payer. Et lorsque les États-Unis, quand je dis les États-Unis, je ne pense pas au gouvernement officiel américain, lorsqu'ils ont voulu remettre la main basse sur les énormes potentialités congolaises, je ne parle même pas des potentialités minières, parce que le Congo est riche dans son sous-sol, dans son sol, par son emplacement géostratégique et par sa population. 80 millions de Congolais avec plus de 65% de personnes ayant moins de 25 ans, c'est des potentialités mais énormes. Donc il faut mettre la main sur tout cela. Et ils ont utilisé l'Afrique du Sud par rapport aux compétences qu'ils ont technologiques et consorts. Mais ils ont utilisé le Rwanda parce que le Rwanda a déjà un problème de démographie, un peu plus de 10 millions de kilomètres, pardon, un peu plus de 10 000 kilomètres carrés, autour de 10 500 kilomètres carrés, et, pardon, 26 000 kilomètres carrés pour 11 millions d'habitants, donc c'est un pays qui est très surpeuplé. Or, juste à côté, il y a un pays énorme de 2 345 409 kilomètres carrés, avec 80 millions d'habitants, autant dire que c'est un pays vide. C'est vraiment un pays vide. Donc, ils avaient un agenda de vengeance, par rapport aux Bantous,
un problème de subsistance par rapport à leur démographie et un problème de ce que le président Sarkozy avait dit étrangement, une répartition étrange des richesses. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Il y a une répartition étrange des richesses. Comme par hasard, les richesses s'arrêtent à la frontière. Donc, certaines personnes au Rwanda se sont dit il faut traverser de l'autre côté et piller. Donc, c'est à la fois une guerre de prédation, donc une guerre économique, et une guerre raciale des extrémistes Tutsis qui cherchent à subjuguer les Bantous ou les Hutus de la région. Donc, ça c'est l'aspect économique de la guerre. Maintenant, aspect communicationnel. Lorsqu'on vous mène une guerre, on vous mène une guerre avec les armes. On va vous mener d'abord une guerre psychologique. Et derrière une guerre avec les armes, il y a toujours une guerre économique qui se cache. Mais lorsqu'on vous mène ce genre de guerre, on vous mène aussi une guerre de communication. La première guerre de communication qu'on nous a menée, c'est de faire passer au niveau des médias internationaux l'affaire du Congo comme étant un problème interne entre Congolais. Les élections ne se déroulent pas bien, les Congolais ne sont pas d'accord et ils sont en conflit entre eux. Et on entend des vocabulaires du genre que les Congolais doivent se réconcilier. Comme si c'était un conflit, or tel n'est pas le cas. Ah non, il y a une crise politique, il faut résoudre la crise politique, il faut se mettre autour d'une table et discuter. Or, les Congolais n'ont pas un problème de crise politique. Il y a un problème de légitimité du pouvoir parce que, juridiquement, on se retrouve avec des personnes qui n'avaient pas vocation à devenir dirigeants du Congo parce qu'ils violent à la fois la constitution congolaise et la loi congolaise sur l'accès au territoire et les séjours, la loi congolaise sur l'accès à la nationalité. Donc c'est déjà un problème juridique. La deuxième guerre communicationnelle qu'on nous mène, c'est au niveau du vocabulaire. Nous parlons français. Et en français, moi, je ne suis pas pour la théorie des races. Je sais qu'il n'y a qu'une race humaine. Après, il y a des différences de couleurs. C'est comme avec le fleur. Bon, on va employer ces mots pour des raisons de commodité de langage. Dans la race noire, il y a plusieurs groupes. Il y a les Bantous, les Nilotiques, les Soudanais, les Hamites. Voilà, c'est comme avec le blanc, nous avons les Scandinaves, les Slaves, ainsi de suite. Alors, en français, nous avons les Bantous et les Nilotiques. Mais on a réussi à nous ramener le vocabulaire en Kinyarwanda où on parle des Hutus et des Tutsis. Cela permet de parler des Tutsis congolais pour ne pas parler des Nilotiques. Parce qu'au Congo, nous avons des Nilotiques. Nous avons des Soudanais. Quand je dis Soudanais, pas originaire du Soudan, c'est-à-dire le Soudan du Sud ou le Soudan ou le Mali qui était le Soudan occidental. Mais c'est la race soudanaise. Monsieur Honoré Ngbanda qui vient de parler, il est de la race, entre guillemets, soudanaise. Et à côté de moi, j'ai Madame Okeke qui est, entre guillemets toujours, pour des raisons de communauté de langage, de la race bantou. Et la race soudanaise, c'est une subdivision de la race bantou. Alors, nous avons des Nilotiques chez nous, mais c'est les Haru, dans la province orientale. Si nous disons Nilotiques congolais, oui, c'est les Haru. Mais nous, on nous dit non, c'est des Tutsis congolais. Pourquoi on ne dit pas en français c'est des Nilotiques, tout court, Nilotiques congolais? Parce que quand on dit Tutsi en Kinyarwanda, donc c'est quelqu'un qui parle quelle langue? Il parle le Kinyarwanda. Donc du coup, parmi les langues congolaises, nous avons 4 langues nationales, à peu près 450 ethnies. Vous posez la question aux Belges qui nous ont colonisés, il n'y a pas la langue Kinyarwanda. De toutes les façons, le Rwanda et le Burundi n'étaient pas des colonies belges. C'était des colonies allemandes qu'on a données après à la Belgique lorsque l'Allemagne a été défaite. Donc du coup, on a mis des colonies allemandes sous tutelle. Donc du coup, la Belgique a hérité du Rwanda-Urundi. C'est ainsi qu'on dit Congo belge et Rwanda-Urundi. On ne dit jamais Congo, Rwanda, Urundi, belge. On dit d'abord Congo belge, point, et Rwanda, Urundi. Donc ce ne sont même pas des colonies belges. Mais ils ont été gérés par la Belgique par mandat de la Société des Nations. Et après, la décolonisation a été assurée par les Nations Unies. Donc du coup, il y en a beaucoup qui sont venus travailler au Congo
parce que je vous ai parlé des révolutions industrielles que le Congo a toujours accompagnées. Et lorsque Dunlop a inventé le pneu, cela nous a valu à peu près 10 millions de morts. Et les 10 millions de morts pour l'extraction du caoutchouc. Si vous allez à Anvers, il y a encore des traces là-dessus. Donc, il y a beaucoup de Rwandais qui sont venus travailler au Congo. Mais si vous regardez les mandats qui ont été attribués à la Belgique de gérer le Rwanda et le Burundi, ils n'avaient pas le droit de donner aux Rwandais et aux Burundais la nationalité belge que les Congolais avaient. Même si c'était une nationalité belge de seconde zone, ils n'avaient pas les droits. Mais après l'indépendance, depuis les années 60, les Rwandais vivant au Congo ont toujours tout fait pour avoir collectivement la nationalité congolaise, ce qui n'était pas possible. On leur disait toujours, demandez individuellement la nationalité congolaise, la constitution congolaise n'est pas fermée, vous aurez la nationalité congolaise. Il y a eu plusieurs tentatives. Et maintenant, on se sert toujours de cette affaire pour fomenter des guerres. Et la guerre, par exemple, de 97 nous a été présentée comme étant des Tutsis congolais qu'on appelle Banyamulenge, originaires de la montagne de Mulenge. Nous ne savons pas ce que ça veut dire déjà. Et qui revendiquaient leur nationalité congolaise comme si on peut revendiquer une nationalité par les armes. Imaginez un seul instant que tous les Maghrébins en France décident que, bon, nous avons une histoire commune avec la France, automatiquement, aller faire la queue à la préfecture, toute la nuit, ça prend beaucoup trop de temps, nous allons revendiquer notre nationalité française par les armes. Voilà. Alors, je cherche à démontrer quelque chose par cette affaire-là de parler toujours des Tutsis, des Hutus, au lieu de parler en français des Nilotiques, des Bantous. Lorsque vous allez en Scandinavie, quelqu'un vous dira que je suis scandinave. Et vous allez lui demander la précision, mais scandinave d'où? Il va vous dire, je suis scandinave, suédois, je suis danois, par exemple. Quelqu'un peut vous dire que je suis maghrébin. Et vous lui demandez la précision, mais maghrébin d'où? Il vous dira, je suis algérien, je suis marocain. Mais dans notre cas, c'est tout simplement, je suis Tutsi. Vous êtes Tutsi d'où? S'il est Tutsi rwandais ou burundais, ça ne pose aucun problème. Mais s'il est devant un Congolais, il aura du mal à répondre parce qu'il sait que chez nous, nous avons des Nilotiques, mais nous n'avons pas de Tutsis. Parce que si vous le dites des gens en Kinyarwanda, il y a un souci. Les seuls Tutsis que nous avons au Congo, ce sont les Tutsis. Les Nilotiques, à part les Aru, ce sont tous les citoyens rwandais, burundais qui ont demandé la nationalité congolaise individuellement, et ils sont plusieurs milliers, ils vivent en paix dans leur pays, ils ne sont pas moins congolais que moi. Le souci, c'est cette tendance à demander la nationalité congolaise collectivement, et lorsqu'on va les leur attribuer collectivement, avec tout ce qu'il y a comme problème au Kivu, qui est une province congolaise surpeuplée, avec des populations pasteurs, il y aura des problèmes de pâturage, ça va créer problème. Donc, les médias internationaux nous ont fabriqué cette histoire des Tutsis congolais, des Banyamulenge, qu'aucun sociologue sérieux ne peut expliquer pour justifier cette guerre. Alors, aujourd'hui, il y a eu des élections. Il y en a eu en 2011, en 2006. Il y a eu Jean-Pierre Bemba contre celui qu'on appelle Joseph Kabila. Les slogans de campagne de Jean-Pierre Bemba, c'était « Mwanamboka », c'est-à-dire « fils du pays ». Sous-entendu, l'autre n'était pas fils du pays. Comme j'ai expliqué au début, ce n'est pas pour des raisons de xénophobie, c'est juste pour des raisons juridiques. Donc le slogan, c'était « Mwanamboka ». Et ce n'est même pas Jean-Pierre Bemba qui l'a choisi. C'est la population en masse qui criait « Mwanamboka ». 2011, Étienne Tshisekedi Wamulumba et le même Joseph Kabila. La population a imposé à Étienne Tshisekedi une chanson. Zongisaye na Rwanda. Et je me rappelle, vous avez vu, avant, il y avait une projection d'image ici. C'est que les gens disaient, on a même mis cette interview-là du pasteur Ekofo, d'Étienne Tshisekedi, mais ce n'est pas les seuls. Il y a les députés européens Eric Schaffhauser
qui a expliqué qu'on a mis un citoyen rwandais parce qu'on le sait, bon, en tant que Rwandais, donc manipulable. Voilà, ce qu'ils l'ont mis, c'est pour des intérêts économiques, bien entendu. Donc en 2011, c'était encore la chanson Yachichi Zongisaye na Rwanda. Donc en filigrane, on ne reconnaissait pas l'autre parce qu'il y avait violation de la Constitution par rapport à la nationalité. Ça, au niveau des médias internationaux, blackout total, sujet tabou. Si vous voulez vous faire chasser d'un studio de télé quelque part en Europe, de toutes les façons, généralement, on connaît les rituels, hein? Dans la salle de rédaction, ouais, la nationalité des Kabila, vous n'en parlez pas. D'accord? Si vous en parlez, allez, vous prenez la porte et vous dégagez. Non, mais monsieur, ce n'est pas une histoire ni de xénophobie, ni de quoi que ce soit, c'est juste une histoire des droits. C'est juste une histoire des droits. On ne peut pas voir un président qui prête serment, qui dit né à Ewabora, devant tout le monde, toutes les télés du monde ont suivi, et le lendemain, l'ordonnance validant la prestation des serments est falsifiée, ce n'est plus né à Ewabora, mais né à Mouenge, mais Mouenge, c'est l'équivalent d'un département. Vous n'allez pas demander à M. Macron, vous êtes né où? Ah, ben, je suis né en Seine-Saint-Denis. Non, vous êtes né où en Seine-Saint-Denis? Il faut préciser la ville. On ne peut pas être né dans le Loir-et-Cher. Et chez nous, au Congo, c'est comme ça. On n'en discute pas, c'est comme ça. Le président n'est pas né dans un endroit précis, il est né quelque part. Et sa sœur jumelle, qui est née le même jour que lui, est née dans une ville à 600 km de là. Donc, sa mère a eu un enfant dans une maternité et est allée accoucher l'autre enfant. Et ça, c'est des sujets qui ne sont pas débattus dans les médias internationaux. Donc, pour conclure, le Congo a subi une guerre d'agression. Je vous ai expliqué au début que la résolution, il suffit de lire la résolution 3314, vous verrez que le pays a été agressé. Lorsque les troupes étrangères sont arrivées au Congo, qu'ils y sont restés, si vous lisez la Convention de la Haye de 1907, qui définit l'occupation d'un pays, vous verrez que le Congo est un pays occupé. Alors, lorsqu'un pays est occupé, comment on les libère? Ben, il suffit de regarder dans l'histoire. Et il y a un vaillant peuple qui s'est défait d'une occupation, c'est le peuple français. Moi, lorsque je suis arrivé en France, j'avais la chance d'être francophone. Et puis un jour, je disais à un ami, j'ai dit, mais l'allemand, c'est difficile à apprendre. Il m'a dit, si les Français ne s'étaient pas battus, tu parlerais allemand à Paris. Hein. C'est parce qu'ils se sont battus qu'ils ont libéré leur pays, qui sont libres. Alors, en tant que juriste en formation, je n'irai pas prôner la violence. Je pense qu'il y a plein de mécanismes pour se défaire d'une occupation. Mais parmi ces mécanismes, il n'y a pas les élections. Le Congo a des amis sur qui le Congo peut compter pour mettre fin à cette affaire. J'aimerais, par exemple, ici souligner un rôle que peut jouer un pays tel que la France. La France a été victime de cette guerre d'agression. Parce que cette guerre avait deux objectifs. Mettre main basse sur les matières premières du Congo et dégager la France de la région des Grands Lacs. Ça, c'est connu. Donc, ils ont fait d'une pierre deux coups. Ils ont agressé le Congo et ils ont dégagé économiquement la France. Or, le Congo et la France peuvent faire un tandem, mais comme on dit, un duo d'enfer sur la scène internationale. Nous avons d'un côté un pays développé, membre du G7, membre permanent du Conseil de sécurité, un des pays les plus technologiques au monde. Et de l'autre côté, nous avons le plus grand pays francophone du monde, avec une population ingénieuse, une population jeune et des matières premières. Le duo de ces deux pays peut changer le monde. Je crois que les anglo-saxons l'avaient compris lorsqu'ils ont mis la France out. Donc la France a beaucoup à gagner à être à côté du peuple congolais, un peuple qui a toujours été fier d'avoir parmi nos langues la langue française, que nous parlons chez nous avec plusieurs accents. Et nous voyons dans nos théâtres populaires, il y a l'accent Luba, l'accent Gala, l'accent du Bandundu,
on s'est approprié cette langue en notre manière, et avec nos belgicismes, lorsqu'on dit 90, 70, voilà. La France a beaucoup à gagner à aider les Congos à sortir des lornières. Les Congolais est un peuple ouvert, les Congolais est un peuple accueillant, les Congolais est un peuple ouvert d'esprit. Entre 1996 et aujourd'hui, si les rapports mapping parlent de 5 millions de morts, si on fait des statistiques, vu que le problème n'a pas été résolu, aujourd'hui nous sommes autour de 10 à 12 millions de morts. Autrement dit, on a supprimé toute la population de la Belgique. La Suisse, c'est 10 millions d'habitants. Donc, on a supprimé, en plein 21e siècle, l'équivalent de la population suisse. Lorsqu'il y a eu l'Holocauste, le monde entier a fait une grande promesse. Plus jamais ça. Avec les rabbins britanniques, l'association des rabbins britanniques, les Congolais posent à l'humanité la question. Vous aviez dit, plus jamais ça. Mais qu'est-ce qui se passe? Non-assistance à peuple en danger. Voilà. Le Congolais est conscient qu'il ne va pas jouir de ses richesses seul. Il faut une coopération gagnant-gagnant. Vous ramenez les capitaux, vous ramenez la technologie. Nous, on vous cède une partie du droit des propriétés, la main-d'œuvre, et on fait une coopération win-win, gagnant-gagnant. Mais là, les pays anglo-saxons se sont servis du Rwanda, de l'Ouganda pour une guerre de prédation où tout le monde est perdant. Le premier perdant, c'est l'humanité. On ne peut pas supprimer 10 millions de personnes rien que pour les intérêts économiques. Ça, c'est quand même assez lourd. Et les médias ont un rôle très important à jouer. Dans les rédactions, je pense que les rédacteurs en chef devraient faire attention lorsqu'il y a une agression. On ne peut pas parler de rébellion. Lorsque on cherche à ce que la constitution d'un pays soit respectée, on ne peut pas parler de xénophobie. Lorsque les gens sont tout simplement légalistes. Parce que si on doit utiliser ces standards, un Français qui dit à un étranger que, bon, voilà, vous ne remplissez pas les conditions pour l'obtention de vos papiers, ça c'est une réponse administrative, ça n'a rien à voir avec la xénophobie. C'est juste qu'il y a des conditions qui ont été établies. Si la personne ne remplit pas ces conditions, il n'a pas ses papiers. Au Congo aussi, c'est le cas. On dit à telle personne que vous ne pouvez pas accéder au pouvoir parce que vous ne remplissez pas telle et telle condition, disait l'article 10 de la Constitution. Ça, ce n'est pas de la xénophobie. Donc, en conclusion, la guerre que connaît le Congo, c'est une guerre économique et une guerre de prédation. La communauté internationale, entre guillemets, a un rôle important à jouer pour mettre fin à cette guerre. Et les médias internationaux doivent revoir leur façon de voir les choses. L'enjeu de tout ce qui se passe au Congo, c'est est-ce que c'est les droits internationaux qui doivent être mis en branle? Pourquoi? Parce que c'est un conflit international, ou ce sont les mécanismes du droit interne qu'on doit utiliser. Mais si on utilise le mécanisme du droit interne, donc on admet que c'est une crise politique. Or, au vu des éléments, la crise congolaise n'est pas une crise politique, mais c'est plutôt un problème d'agression. Et pour terminer, je voudrais juste rappeler que tant qu'on n'aura pas résolu ces problèmes de guerre d'agression, on aura toujours des problèmes de légitimité. Et ces problèmes de légitimité auront pour conséquence, les dirigeants seront toujours contestés, les élections seront toujours contestées et contestables, la démocratie sera toujours décevante pour le peuple congolais, mais hyper décevante, parce que les gens vont voter, mais l'élection se joue ailleurs, et ça c'est très décevant. Et on aura toujours cette impression, mais ce n'est pas une impression, qu'on organise les élections pour contenter une personne. En 2006, bon, l'âge pour l'accession à la présidence était 40 ans, et comme alias Joseph Kabila avait 29 ans, donc on a réduit l'âge à 29 ans. Et en 2011, 30 ans pardon, en 2011, on modifie la Constitution, taillée sur mesure, juste pour que quelqu'un puisse se retrouver dans les conditions. En 2016,
Il a freiné de 4 fers pour ne pas organiser les élections. Il a réussi à gagner 2 ans. Et là, il a reçu un tour de passe-passe magique. C'est-à-dire que le président sortant a réussi à nommer électoralement quelqu'un qu'il a mis à son service, quelqu'un à qui il a cédé les postes, pendant que lui garde le pouvoir. Avec quelles conséquences? Si vous regardez l'indice de développement humain, les pays les plus, potentiellement, un des pays les plus riches au monde, potentiellement, je vous ai dit que ça pesait 24 000 milliards de dollars à la population la plus pauvre au monde. Ces pays, un paradis sur terre, a 14 millions de ses fils et filles qui vivent dans des conditions des fois déplorables à l'étranger. Parce que la diaspora congolaise est composée de plus ou moins 14 millions de personnes qui sont allées chercher un mieux vivre ailleurs. Lorsque vous regardez les fils de Wikileaks, lorsque vous regardez les fils qui ont été publiés par Bloomberg TV, on a pillé ces pays à un niveau incroyable. Lorsque vous regardez le budget de ces pays depuis un certain nombre d'années, pour un énorme pays comme celui-là, avoir un budget de 4 milliards de dollars, des fois ça monte à 6 milliards de dollars. 6 milliards de dollars pour 80 millions d'habitants, ce n'est même pas le budget de la ville de Paris. C'est une vraie catastrophe. Donc pourquoi est-ce que les gens exècrent à bord ces pouvoirs? Ce n'est pas pour des raisons de xénophobie. C'est tout simplement parce qu'il y a des violations massives des droits de l'homme. Il y a eu 10 millions de morts, il y a eu des charniers un peu partout, il y a eu des prisonniers politiques, il y a eu des assassinats, il y a eu des massacres. Sur le plan économique, c'est une vraie catastrophe. Dans des grandes villes telles que Kinshasa, les gens mangent à tour de rôle dans un pays où les poissons meurent de vieillesse, dans le fleuve ou au lac Tanganyika. Les gens mangent à tour de rôle. Nous sommes dans un pays où il y a des Congolais qui meurent au Maroc cherchant à traverser pour venir ici. Nous sommes dans un pays où les Congolais sont chassés pire que des chiens dans le pays voisin, en Angola, au Congo-Brazza, tout simplement parce que les gens ne comprennent pas pourquoi ils sont là pendant qu'ils ont un pays extrêmement riche. Nous sommes dans un pays où tous les indicateurs sont au rouge. Croissance économique 6%, mais indice de développement humain le plus bas de tous les pays du monde. Au Congo, on vit moins bien qu'au Niger et en Somalie. C'est un paradoxe, mais énorme. Pour toutes ces raisons, les Congolais veulent que ça change. Et pour que ça change, tout le peuple du monde épris de paix et de liberté ont quelque chose à faire. Sur ce, je vous remercie de m'avoir écouté.